Je, Louise Arel, je remplirai les devoirs de ma charge de ministre d'État. Notre éducation, dès la petite enfance, nous amenait à penser qu'il fallait être docile et gentille. J'ai vécu ces 20 dernières années une journée à la fois. Alors, j'ai pas l'intention de changer. Quelques extraits seulement d'une vie très riche d'engagement politique. Mon invité a quand même passé 27 ans à l'Assemblée nationale, un record pour une femme, et ses collègues l'ont décrite tour à tour comme entêtée, tacticienne, douce, indocile, Mère Teresa. Écoutez, je pourrais passer une heure juste à vous dire les noms qu'on lui a donnés. En fait, moi, j'ai lu ce livre avec un très, très grand intérêt, même si j'ai couvert la vie politique de Louise Arel. J'en ai beaucoup appris. C'est un livre signé Philippe Schnob, et c'est vraiment un cours de sciences politiques que Louise Arel nous lègue à travers cette biographie. Louise Arel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ça fait plaisir de vous recevoir. Écoutez, c'est vrai que c'est un cours de sciences politiques. Et dès les premières pages, Philippe Schnob, l'ancien collègue, nous révèle quelque chose de vous que vous avez dit. Il a dit, au fond, il faut prendre le risque de déplaire. C'est la leçon numéro 1 si on veut survivre en politique. Vous avez la coine dure, Louise Arel. Oui, mais en fait, Philippe Schnob a fait un travail extraordinaire. C'est comme un livre d'auteur, en fait. Hein? Aussi, bon, oui. J'en suis le sujet, mais il y a l'époque aussi, et c'est comme un parcours, je dirais, du pouvoir au féminin, d'une certaine façon. Parce que, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de solidarité entre les femmes qui ont siégé. On était si peu nombreuses au départ. Moi, quand je suis élue, en 81, on est 8. Là, il y en a 58. Eh oui, absolument, Ouais, absolument. Mais ont-elles plus de pouvoir? Je leur souhaite, mais je pense qu'il y a encore un boys club. Un boys club, même si Lise Payette avait écrit « Pouvoir connaît pas », il me semble que j'ai lu quelque part qu'il y en a qui pensent qu'elle ne pourrait plus écrire ça de la même manière. Elle-même l'a dit, oui. Ouais. Louise Baudouin, je pense, rapporte que Mme Payette nous a dit à toutes les trois, Pauline Marois, Louise Baudouin et moi, maintenant, les filles, vous ne pouvez plus dire « pouvoir connaît pas ». Ouais. Mais moi, je suis contente d'avoir connu du pouvoir. Oui, puis, je l'ai utilisé. Mais vous l'avez recherché parce qu'il me semble que très tôt, très jeune, vous étiez rebelle à l'adolescence, l'engagement et tout ça dans le mouvement étudiant. Déjà, vous occupiez des fonctions déterminantes dans chacune de vos organisations. Mais vous avez dit aussi que, dans le fond, je dois faire quelque chose où on peut être admiré et, au fond, réaliser des choses. C'était le but de votre engagement dès le départ. Être utile. Être utile. Oui. Et puis, c'est évidemment, il y a toute une époque aussi. Hein. Moi, je viens de cette époque où c'est un peu l'explosion. Ouais. Je suis à l'Union générale des étudiants du Québec en 68, avec les occupations. Je suis vice-présidente. Et puis, à ce moment-là, on a tout un réseau. Et on s'est vu toute notre vie, là. Gilles Duceppe, qui est vice-président, et Claude Charron également, et quelques autres. Mais là, on voit pas les tactiques, les stratégies que vous devez employer pour faire passer vos idées. Ça, c'est une... Est-ce que c'est quoi? C'est machiavélique? Bien, c'est intéressant. Moi, je pense que d'un homme, on dirait que c'est un fin stratège ou c'est un bon tacticien. Mais d'une femme, on dit ratoureuse. Oui. Hein? Ça, mais pour vous, c'est un compliment, ça? Un compliment. Écoutez, moi, en fait, je pense que ce qu'il faut accepter et assumer, c'est de rester une femme en politique. Et c'est ça qui était le défi, en quelque part, quand je suis arrivée. Parce que dans les yeux de nos collègues masculins, là, la question, c'était est-ce qu'elle va être comme nous, qui y sommes depuis toujours, ou comme celles qui y sont pas, là? Comment elle va passer? À l'époque, on a beaucoup parlé de la réforme de l'assurance automobile de Mme Payette. On a peut-être moins parlé, puis pourtant, je vous ai vraiment couvert en politique. On va parler de vos 3 chefs ou 4 chefs, si vous voulez bien. Oui. Ça a été pour vous, parce que René Lévesque avait peur de vous, mais... Alors... Oui, bien, c'est-à-dire... Il vous a dit qu'à la fin, il vous a fait attendre avant de vous nommer ministre, puis après, il a dit que vous avez été une bonne ministre. Mais quelle chance qu'il... En fait, il m'avait proposé d'être vice-présidente de l'Assemblée nationale avec Clément Richard. Bon, mais à ce moment-là, ça m'aurait obligée à démissionner comme vice-présidente du parti parce qu'il y avait un certain devoir de réserve. Alors, je lui ai dit merci, mais j'ai continué Surtout à être qu'à cette époque-là, le parti lui faisait du mal, il faisait du trouble à M. Lévesque. Puis vous étiez pas mal du côté des gens qui faisaient un peu de trouble, non? Contestation? C'est sûr que moi, je fus présidente de Montréal-Centre. Ben oui. Bon, d'abord, il faut comprendre, le Parti québécois, c'est une vraie coalition, hein,
comme vous avez vu, hein, on le décrit bien, parce que c'est à la fois des gens qui venaient du MSA, du Parti libéral, de l'Union nationale. Il y avait des gens du RIN et du RN, et après, il y a eu des gens du Parti vert. Alors, cette coalition, c'était des gens qui venaient... Mais c'était passionnant parce que ça venait de tous les milieux, il y avait de tous les horizons. Mais en fait, on avait un même projet politique. Le même, ça, c'est ce qui était le fil conducteur de votre vie. D'ailleurs, vous avez dit, je vais toujours militer au PQ, je vais toujours soutenir l'idée de la souveraineté. On pourra peut-être y revenir. Donc, René Lévesque, finalement, vous fait confiance quand vous partez. Il dit, finalement, c'est une bonne ministre. Mais vous n'avez pas adhéré au beau risque de M. Lévesque. Vous avez eu le courage de démissionner à ce moment-là. Comme ministre. Comme ministre, restant député. Oui, comme ministre. Et puis, ça, c'est l'époque 85. Après la nuit des longs couteaux, pour les gens qui nous écoutent, là, après... Ça avait été une période extrêmement difficile, douloureuse. On dit que ça a cassé, M. Lévesque. Oui, je suis certaine que ça a eu un effet terrible sur lui, là, un traumatisme terrible. C'était ce rapatriement de la Constitution qui n'a jamais ensuite été voté au Québec. Là. En fait, techniquement, on ne ferait pas partie de la non, même l'accord de Lac-Meach, 7 ans plus tard, n'a pas réussi. Alors, M. Lévesque, finalement, un beau souvenir de M. Lévesque dont on vient de finir de célébrer son centenaire. Oui, bien oui. En fait, M. Lévesque, c'était pas cordial souvent avec M. Lévesque, mais on n'était pas hostile. Hein? Mais c'est sûr que il jouait sa partie. Il faut dire, tu sais, dans un parti, il faut comprendre aussi, moi, je représentais l'aile gauche. Ouais. Hein? Et donc, il y a eu des épisodes, là, par exemple, le Congrès qui vote l'avortement, l'interruption de grossesse. Et lui qui, à la fin, dit qu'il ne se sent pas concerné, il ne se sent pas comme chef de gouvernement, c'est pas parce que ça a été voté par le parti qu'il se sent lié. Alors, il y a eu toutes sortes, évidemment, de dossiers comme ceux-là, mais il y avait du respect. Oui, c'est ce qu'il dit, en fait. Oui, il y avait vraiment du respect. Et en fait, je vais vous amener à Lucien Bouchard parce que c'est l'ère Bouchard, pour vous, c'est l'ère des réformes. Oui. Écoutez, vous avez quand même voulu travailler sur la réforme du Code civil. Ça, c'était extrêmement important. Oui. Ça, c'était encore sur M. Lévesque, mais avec M. Bouchard. L'équité salariale, l'aide sociale, la main-d'œuvre. Je vous ai interviewé avec Pierre Petitgrou à l'époque de Télé-Québec, après cette signature. Oui. Les fusions municipales qui vous ont coûté une élection, tout ça sur M. Bouchard. Mais je vais revenir à l'équité salariale, au fond. Oui. Parce que c'est un combat. On apprend ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Vous disiez, on vous disait, ben non, ça va coûter 2 milliards aux entreprises, on ne peut pas faire ça. Là, on sait quel ministre était pour, était contre. Puis vous leur avez dit, ça, c'est de l'argent qui appartient aux femmes. Oui, oui. Mais c'est ça qui est formidable, parce que Philippe Schnob, finalement, il a déterré les procès-verbaux du Conseil des ministres. Oui. Alors, c'est 25 ans après, finalement, on retrouve, lui a retrouvé tous ces débats qui ont eu lieu. Et le fait est que il y avait... Vous savez, ce qu'on comprend en lisant le livre, c'est que comment ça se passe à l'envers du décor. Bien, c'est un cours de sciences politiques. C'est vraiment à l'envers du décor. Ouais. Comment ça se fabrique une loi et comment ça chemine et comment on peut finalement la faire adopter. Vous avez vu... Hein, vous avez vu toutes les tractations, même sur le patrimoine familial. Vous avez une alliée importante, Monique Gagnon-Tremblay. Vous étiez la première, dans le fond, à faire de la transpartisanière, aller chercher vos appuis dans les autres partis. Oui. Mais vous savez, la première qui me l'a appris, c'est quand j'arrive, elle est déjà là, Madame Lavoie-Roux, Thérèse Lavoie-Roux, qu'on connaît moins, qui est réservée. Et c'est au moment où Marc-André Bédard décide de ne plus poursuivre le docteur Harry Morgenthaler. Et Mme Lavoie-Roux me dira, moi qui suis très jeune députée, elle m'a dit, vous savez, mon caucus voudrait que je m'oppose parce qu'on est l'opposition. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Elle avait été ministre de la Santé, elle. Oui. Elle savait, et je me suis dit par la suite, c'est un magnifique exemple. Et j'ai en fait pu soutenir Mme Gagnon-Tremblay lorsqu'elle a voulu faire adopter la loi sur le patrimoine, partage du patrimoine familial. Et par la suite, elles sont venues, les députés libérales, me dire « Louise, ta loi sur l'équité salariale, on va la passer. » Oui, c'est ça. Donc, c'est important. Il reste seulement 1 minute 30, 2 minutes. Vous avez assisté avec Jean Chrétien aux funérailles d'Isaac Rabin. On est dans un contexte très douloureux de guerre. Votre conjoint est palestinien. Vous êtes pro-Palestine. Quel regard portez-vous là-dessus? Vous avez mis des textes sur... Tout le monde s'entend que
C'est cette un atrocité. accablement extrême parce que ma crainte, c'est qu'actuellement, vous savez que Gaza, c'est comme... Moi, je suis allée déjà à Gaza. Hein. Gaza, c'est l'équivalent du territoire de Montréal. Et on a vraiment chassé, l'exode est terrible d'une partie de la population et je pense qu'Israël veut s'installer à demeure dans une partie de Gaza pour toujours. Et ça, ils sont en train de... Mais moi- Rabin est un artisan de la paix. Oui, Et absolument. il est assassiné, Il a été assassiné par l'extrême droite. par un extrémiste, un juif extrémiste. Comment les choses auraient pu résulter autrement avec cette signature d'Oslo, là, puis cette signature de paix. Mais là, présentement, je pense que l'Occident fait fausse route parce que le droit de se défendre est devenu actuellement le droit de se venger. C'est ça qui est terrible. Donc, Moi, je pense que... votre conjoint revient là, de Ramallah. Oui, il était à Ramallah pour un congrès du Croissant Rouge palestinien, dont il est un l'aide des administrateurs externes. Ça, c'est comme l'équivalent de la Croix-Rouge, là. Donc, il est dans l'humanitaire. Mais en même temps, c'est bien sûr que ça a été, les 25 dernières années, c'est des années d'humiliation. Il faut juste voir à quel point la colonisation a empêché finalement les Palestiniens d'avoir de l'espoir. C'est du désespoir. Louise Arel, merci beaucoup. Louise Arel sans compromis. C'est formidable, mais que ça va vite. C'est incroyable. Écoute, quand tu fais tes entrevues, il faut vraiment... Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.